Merci Estelle, bienvenue à tous. Merci d'être présente pour cette conférence sur la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Donc, ce webinaire est organisé par Academy et par son antenne au sein du groupe Aéroport de Paris. Et pour cette conférence, nous accueillons Renaud Duclet. Merci Renaud d'être présent et directeur adjoint de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et directeur du projet Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Tu vas nous parler de ce projet, du dispositif que l'on prépare depuis ces derniers mois. Donc, je vais te laisser présenter ce dispositif d'accueil des Jeux, ses enjeux, les solutions, euh, tout ce projet. Merci Faustine, bonsoir à tous et également tous mes voeux à vous tous, à tous ceux qui vous sont chers et à ENAC Alumni, une association qui est évidemment très proche du groupe ADP. Je n'en fais pas partie en tant que membre, je suis un ancien de l'ENAC, mais j'en fais partie de cœur, tant nous avons parmi nous d'anciens de cette école, dont Faustine, qui a le plaisir d'être dans l'équipe JO, donc elle est ce soir un peu jugée partie, peut-être qu'elle répondra à une partie des questions. Je suis également accompagné de Joséphine Mondige, qui est directrice du cabinet. Bonsoir à tous. Pour ce projet assez important. On a une présentation, je vais la balayer pour vous donner quelques clés, l'idée étant de laisser quand même, dans l'heure que nous avons, un maximum d'opportunités pour l'échange, pour les questions. Préparons-nous pour l'extraordinaire, c'est évidemment l'un des mots d'ordre de ce projet. Si je fais un pas de côté, je fais un peu d'histoire. L'histoire des Jeux Olympiques, pour l'aérien, elle se combine régulièrement dans l'histoire avec des phases de développement des aéroports, des villes qui ont accueilli des Jeux Olympiques. Et si on regarde les 20 dernières années, Tokyo était évidemment à part, puisque il n'y avait plus de trafic, on était en plein Covid, et au fond, les aéroports ont été réservés aux Jeux, à l'accueil des Jeux, sans visiteurs, c'était un peu des Jeux gâchés. Mais vous regardez juste avant, 2016, Rio, ouverture du nouveau terminal international de Gig, pas terminé, pas complètement ouvert partiellement, ouvert un peu en catastrophe pour donner de la capacité d'accueil. 2012, Londres, quelques années avant, 2-3 années avant, 4, je crois, c'était en 2008, le terminal 5 d'Isro était ouvert, terminal très capacitif, et donc Isro, Isro accueille les JO de Londres, et est dans une situation surcapacitive. 2008, Pékin, le terminal 3 de Pékin est ouvert 3 mois avant les Jeux Olympiques. 2004, Athènes, le nouvel aéroport international d'Athènes est ouvert lui aussi 4 à 5 mois avant les Jeux Olympiques. Et donc, pour la première fois depuis 20 ans, nous nous préparons, nous, à Paris, à accueillir des Jeux Olympiques sans avoir ouvert juste avant une infrastructure très capacitive. On ne va pas raconter pourquoi est-ce qu'on en est là, on le sait tous, mais c'est un élément important et ça nous guide depuis le début, depuis maintenant 1 an et demi que ce projet existe, à se demander comment est-ce qu'on va gérer, vivre des Jeux Olympiques, alors même que justement, on ne va pas s'offrir ce luxe d'être dans un état de surcapacité majeure, comme l'ont été tous nos prédécesseurs des dernières Olympiades. Préparons-nous donc pour cet extraordinaire, celui de vivre des Jeux in situ. Et donc, on a cherché des solutions différentes, des solutions un peu innovantes, inspirées de l'événementiel, ce qui n'est pas l'habitude de l'infrastructurel. On va y venir dans le détail. Bon, les Jeux, rapidement, quand on dit accueillir les Jeux, en fait, pour beaucoup, et pour nous au quotidien, avec toute l'équipe, c'est accueillir les athlètes et accréditer. Pourquoi est-ce qu'on se focalise sur ce public? D'abord parce que c'est lui l'acteur principal des Jeux Olympiques. C'est un public qui est donc très scruté. C'est le public client du CIO et de l'organisateur des Jeux. C'est le public sans lequel il n'y a pas de Jeux Olympiques. Et c'est un public qui, vous voyez les chiffres, ça ne fait pas peur. 10 000 athlètes, 60 000 accrédités. Paris-Charles de Gaulle, c'est 200 000 passagers par jour. Paris-Orly, c'est 110 000 passagers par jour. De quoi vous nous parlez?
En fait, non, pas vraiment, parce que c'est 10 000 passagers, c'est 60 000 accrédités. Contrairement à tous nos autres passagers, ils se comportent d'une manière qui est très, très différente, très atypique. Et à eux seuls, ils amènent un certain nombre de risques, et c'est ces risques que l'on va chercher à maîtriser. Je vais y revenir. Pour nous, évidemment, groupe ADP, accueillir les Jeux, c'est une responsabilité, c'est un moment de risque, c'est un moment de défi qu'on doit surmonter. C'est aussi une énorme opportunité, celle d'avoir, après toute la crise qu'on a traversée, un grand événement positif, un grand événement mobilisateur pour une entreprise, pour l'ensemble d'une communauté, mais aussi symboliquement une capacité à dire c'est fini, on entre dans une nouvelle ère par une grande fête. Et quelle plus grande fête que celle des Jeux olympiques et paralympiques. On va balayer, on va regarder rapidement quels sont les défis, comment on se prépare. On va un petit peu regarder quelques-uns des obstacles qu'on a cherché à franchir, et puis je donnerai quelques mots sur, évidemment, l'héritage. Relever le défi, c'est clair, c'est le miroir de ce que je disais. Il y a un côté, il y a un avers et un revers à la médaille olympique. Il y a un avers un peu technique, un peu dangereux, un peu qui fait peur, et puis il y a, il y a un revers, dans le sens, un avers très positif, très, très joyeux. Nous poursuivons deux objectifs. D'abord, assurer un parcours fluide pour tous, un parcours réussi. Surmonter l'enjeu des athlètes comme s'ils voyageaient normalement, et puis permettre à tous les autres voyageurs de vivre l'expérience aéroportuaire le plus normalement possible, avec la meilleure qualité de service. Et en même temps, en tant que lieu d'arrivée et de départ, le lieu où commencent les Jeux et le lieu où s'achèvent les Jeux, d'offrir une expérience atypique, unique, événementielle, qui n'est pas notre cœur de métier, notre habitude, et d'être donc dans ces deux éléments. Assurer une réussite opérationnelle, mais aussi être un moment festif, être un moment qui participe à la mise en tension des Jeux et à la libération, à la fin, au dernier instant, à l'envie de prolonger la fête jusqu'au dernier mois. Quatre grands challenges pour nous. La gestion du trafic. Nous savons gérer des périodes d'affluence. Nous savons gérer des périodes de pic. Qu'est-ce que nous réserve réellement l'été 2024? Aujourd'hui, je vais vous le dire très honnêtement, on n'est pas totalement au clair. On va penser plus vite. On n'est pas totalement au clair. On n'est pas totalement au clair parce que l'histoire tend à raconter que sur une période, un été olympique, il y a beaucoup de visiteurs pour les Jeux, mais il y a beaucoup de visiteurs qui seraient venus en dehors des Jeux, qui fuient la ville haute par peur de la congestion, par peur des coûts. Vous voyez, vous êtes tous, je pense, vous avez vu les prix du logement sur Paris. Donc, historiquement, il y a plutôt un équilibre. Est-ce qu'on verra ça? Est-ce qu'on n'aura pas un effet appel des Jeux parce que les Jeux sont à Paris, parce que les derniers Jeux olympiques ont été gâchés? On verra. Nous, c'est plutôt le pari qu'on fait. En tout cas, c'est plutôt l'état d'esprit dans lequel on se met, que les Jeux soient un facteur d'accélération, de rouverture du trafic chinois, d'attraction très forte du public américain. On verra, mais en tout cas, nous, on se met dans cet état d'esprit. Ne négligeons pas la possibilité d'avoir un effet d'accélération de la reprise dans laquelle nous sommes toujours. Les accrédités, j'en ai déjà parlé, le très grand défi de gérer leurs spécificités, leurs attentes, on va les détailler, et de leur offrir un parcours le plus sans couture possible pour ceux qui seront les acteurs de ce grand événement. Les bagages, c'est évidemment ce que nous apportent les accrédités, beaucoup de bagages. Les athlètes, les médias, tous ces acteurs, toutes les délégations viennent longtemps sur Paris. Ils sont plus dans un côté déménagement que dans une petite carillonne pour un getaway week-end. Ils viennent avec beaucoup de bagages, ils viennent avec beaucoup de bagages hors format. Ces hors format, ce sont les bagages que nous ne pouvons pas traiter dans nos installations industrielles, dans nos trieurs, et qui nous mettent face à un défi logistique tout à fait atypique. Et puis évidemment, le calendrier. Calendrier déjà parce que les dates de début et de fin des Jeux Olympiques, c'est une donnée. On ne va pas les négocier. On n'aura pas 2 jours de rab à la fin.
Et puis, parce que ce calendrier est un calendrier très heurté, on a l'habitude d'avoir dans notre gestion un pic été qui monte progressivement au mois de juin, avec des week-ends de grand départ, avec de l'affluence, mais avec une certaine homogénéité de la pointe de l'été. Là, on le sait, on aura une arrivée relativement lissée, mais quand même assez dense sur 10 à 15 jours des délégations, et un départ extrêmement pointé sur 2 à 3 jours. On a accueilli cet été, on a eu la chance, les championnats du monde de paraathlétisme. C'était un événement de plus faible ampleur que les Jeux Olympiques, bien évidemment, mais ça nous a confirmé ce profil de comportement, une dizaine, 7, 8 jours d'arrivée, 1 à 2 jours de grand départ, nous mettant sous forte tension durant ces jours. Et pourtant, on était sur un dixième de ce que seront les Jeux Olympiques. Le 18 juillet dernier a été une journée challenging. Joséphine, Faustine était sur le terrain. Elles pourront vous en parler. Bon, j'ai déjà évoqué ces enjeux, situations évidemment différentes et besoins évidemment sur les bagages. C'est les dates. Les dates, on parle beaucoup, aujourd'hui on est à J-199, mais ce compteur est un mauvais compteur en ce qui nous concerne. À chaque fois je le dis, attention les amis, c'est le compteur de la cérémonie d'ouverture. Or, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques marquera pour nous la fin de la première étape, puisque nous allons commencer réellement à accueillir tout le monde autour du 12 juillet, donc du 26, avec l'activation des services de Paris 2024. Paris 2024, organisateur des JO, sera présent à Paris-Orly, à Paris CDG, minoritairement à Paris Le Bourget, pour accueillir les délégations, offrir un certain nombre de services de type conciergerie à l'ensemble de ces délégations. Ils commenceront leurs actions à partir du 12 juillet. Une semaine plus tard, le village olympique ouvrira. Il marquera une accélération des arrivées, celle des athlètes. Et puis, le 26 juillet, les yeux du monde seront fixés sur la scène. Nous soufflerons, enfin, nous aurons un petit ouf de soulagement. En plus, nous serons tranquilles puisque l'espace aérien francilien sera fermé de 18h à minuit pour des questions de sécurité aérienne. Donc, nous aurons le temps de regarder la cérémonie d'ouverture et de nous préparer à la suite des événements. Participer peut-être à quelques épreuves, comme spectateur bien évidemment, avant notre grande épreuve qui sera celle autour de la cérémonie clôture, un peu avant, mais surtout dans les jours qui suivent, avec des très très grands départs pour lesquels nous allons mettre en œuvre des procédures exceptionnelles de traitement des athlètes au village olympique. Je vais y revenir. Et puis, à ce moment-là, on pourrait se dire, ça y est, c'est fini, on souffle. Eh bien non, on ne souffle pas parce qu'on recommence un second tour avec le même phénomène, l'ouverture du village paralympique, l'accueil des délégations, cérémonie d'ouverture, cérémonie de clôture, grand départ. Et comme je le dis à l'équipe, le 15 septembre 2024, on va tous se coucher. La force de Paris, c'est évidemment d'avoir plusieurs plateformes, d'avoir Paris CDG, principal premier hub de l'Union européenne, qui sera assurément le principal lieu d'arrivée et de départ des grandes délégations. Mais Paris-Orly sera aussi très mobilisé, avec une très forte connectivité européenne, on le sait, une forte connectivité vers l'Afrique du Nord, avec un effet d'attractivité de Paris-Orly qui sera renforcé par l'ouverture de la ligne 14 qui rendra la plateforme très accessible au centre de Paris. Donc on s'attend à ce que vraiment le trafic soit très dense à Orly, qu'un certain nombre d'acteurs préfèrent arriver à Orly, notamment les non-athlètes, donc typiquement des journalistes, d'autres fédérations qui pourraient être intéressées, celles qui viennent d'Europe, arriver plutôt à Orly pour avoir un accès à Paris plus facilité que depuis Charles de Gaulle. Paris-Le Bourget, évidemment, principal aéroport d'aviation d'affaires européen, sera lui marqué sans doute par des effets très pointés autour des cérémonies, autour de très grandes finales, avec un trafic d'affaires très dense. L'ensemble des plateformes sera évidemment, elles, exposées à la cérémonie d'ouverture et de clôture, qui appelleront l'arrivée de 200 chefs d'État et de gouvernement. Donc, au fond, un sommet international au milieu de tout ça, pour lequel, je le dis souvent en blaguant, s'il n'y avait que ça, on aurait mis 10 personnes autour, on s'y préparait pendant des mois. Là, on le regarde quasiment
comme un petit sujet, alors même que ça va être quand même une sacrée affaire que de recevoir tout ce petit monde durant ces quelques heures. Évidemment, tout ce petit monde qui voudra arriver à la dernière minute et repartir en premier. On ne peut pas rentrer dans le détail des différents parcours, mais pouvons dire que l'équipe, évidemment, a travaillé à un détail fin du parcours d'arrivée des athlètes et de tous les accrédités, qui intègre le parcours classique que vous connaissez en tant que passager, mais des services particuliers offerts par Paris 24, notamment l'accréditation, c'est-à-dire la validation de l'autorisation à accéder au village olympique, qui sera délivrée dans les terminaux, donc après les frontières actuellement, mais dans les terminaux, dans des zones sécurisées pour évidemment assurer la sécurité de tous ces athlètes. Donc nous nous préparons à accueillir ce nouveau service, un service éphémère, mais un service qui va s'intégrer dans le parcours. Et puis ensuite, un autre enjeu non négligeable, celui du transport terrestre. Paris 24 va affréter une quantité assez impressionnante de bus qui seront présents et qui viendront chercher avec des lignes de transport atypiques, c'est une forme de Roissy-Bus éphémère, là encore, qui sera très présent pour l'ensemble de ces délégations. Donc nous nous apprêtons à transformer notre process, à transformer pour partie certaines infrastructures, à accueillir cette nouvelle activité, ce nouveau service qui durera pendant les périodes d'activation de l'organisateur des Jeux. Je vais m'attarder un peu plus sur le départ, parce que je vous ai dit depuis le début, le départ, gros enjeu de concentration très très forte d'un public qui arrive extrêmement chargé. Pour réussir ce tour de force, nous allons faire ce que font toutes les Olympiades à la demande du CIO, c'est-à-dire organiser une gigantesque opération d'enregistrement des bagages au village olympique pour les athlètes, leurs bagages classiques, mais surtout leurs bagages hors format, leurs équipements sportifs avec, on parle beaucoup des canoës et des perches, mais le vrai enjeu, ce sont les vélos qui sont très nombreux, assez volumineux, mais surtout très très nombreux. Il y a beaucoup d'épreuves cyclistes. Donc, opération d'enregistrement des bagages au village olympique, avec leur transport à l'aéroport, leur sécurisation sur l'aéroport. On a construit, puisqu'elles sont déjà bâties, des infrastructures temporaires destinées à traiter tous ces bagages. Et puis, le jour du départ, des grands départs, les athlètes à Paris CDG se verront proposer, pour ceux qui auront fait cet enregistrement au village olympique, un passage privatif en piste pour désaturer les terminaux, pour éviter un engorgement avec tous ces bus au contact de nos terminaux. Nous avons fait le choix assez radical de réaménager, de transformer à nouveau de manière éphémère une installation existante déjà à CDG pour en faire non pas un terminal, mais une porte d'entrée, un passage privatif en piste avec la sécurité, le contrôle frontière et évidemment des dispositifs événementiels pour ce dernier moment qui sera la dernière fête après la cérémonie de clôture, avant le départ. Se préparer, ça fait maintenant 18 mois qu'on se prépare et la première décision que j'ai prise quand on m'a confié ce projet, que j'étais tout seul, je me suis dit, je ne vais pas y arriver tout seul, justement, c'est de dire, on a besoin d'une équipe projet, pluridisciplinaire, des gens un peu foufous, des gens qui sont de parcours différents, qui ont des expériences variées, et qui ont tous envie de monter à bord d'une aventure tout à fait extraordinaire, mais une aventure très sportive. Et donc, j'ai bâti progressivement avec Joséphine, assez vite, et toute une équipe aujourd'hui, 17, 18 Ouais, 17. 17 personnes connectées avec l'ensemble d'entreprises qui portent un projet d'accueil. On a ensuite, une fois qu'on a eu une équipe, on a exploré, on a cherché à analyser nos risques, on a vraiment une approche de réflexion par les risques. Qu'est-ce qu'il faut changer avec vraiment, pardon, je corrige, avec ce double enjeu de se dire, il ne faut pas tout bouleverser, sinon on n'y arrivera pas, mais il faut oser bouleverser les choses. Et donc chercher ce bon équilibre de qu'est-ce qu'il faut qu'on corrige, quel bouger, quel pas de côté on doit réaliser pour réussir. Ensuite, on s'est concentré sur les infrastructures, parce qu'on savait que le temps étant très compté, tout ce qu'on ne lançait pas tout de suite
en travaux d'adaptation, on ne le ferait pas derrière. Et donc, on a pris des décisions, pour certaines radicales, celle de construire des infrastructures éphémères pour le passage en piste et puis pour le traitement des bagages. Et donc, on a lancé un certain nombre de travaux d'adaptation. Je dis toujours adaptation parce qu'il n'y a rien de phénoménal. Ça peut paraître un peu volumineux pour certaines, mais ce n'est pas la construction d'une infrastructure dure, c'est plutôt de l'adaptation. On est passé aussi au temps de la procédure, justement, travailler avec toutes les parties prenantes, comment on va travailler, comment on va s'organiser, quels vont être les parcours. Ça a été un très, très gros travail de fourmi. Là, on sort depuis ces derniers jours d'une phase qui est la phase d'embarquement, de mobilisation. Il faut mettre tout le monde à bord, il faut former tout le monde, il faut convaincre que ça va être différent, que oui, il y a des risques, mais qu'on sait préparer et qu'on a des solutions pour réduire ces risques. Et puis, on est en plein dedans. Et d'ailleurs, ce webinaire en fait partie. Et puis, sont devant nous deux phases essentielles, la répétition, des tests grandeur nature au printemps, après la division d'infrastructure, on fera des grands tests. On a déjà l'habitude de faire des orades pose infrastructure. On le fera parce qu'on aura des journées ensuite très courtes. Ça ne va pas durer très longtemps les jeux, on doit être parfaitement rodé. Et puis évidemment, la décoration, l'installation d'un imaginaire et d'un dispositif événementiel comme on ne l'a jamais fait. Je ne vais pas venir sur... On a eu une grosse comitologie. Très très rapidement, on a listé, Ok. on a listé déjà pas mal d'enjeux. Vous avez nos 9 problématiques, nos 9 grands sujets, comment est-ce qu'on s'adapter, ce qu'on appelle l'ADS, c'est-à-dire la question de savoir qui vient et quand. On y est encore, on est encore avec une information limitée, mais c'est très important. On n'a pas l'habitude aujourd'hui à l'aéroport de se demander qui arrive dans quel avion. Ce n'est pas notre problème. On se demande quel avion arrive à quelle heure. Mais qui est dedans, ce n'est pas notre métier. C'est le métier de conciergerie, ils le font de manière très ponctuelle. Là, on se retrouve à devoir de manière industrielle chercher à savoir qui est dans quel avion, parce que quand vous avez un avion avec une centaine de passagers PHMR, de parathlètes, dont un tiers, un quart, un fauteuil qu'il faut lui remonter en passerelle, eh bien, vous êtes parti pour 1h30 de débarquement. Si vous vous y préparez, ça va durer 1h30. Si vous le découvrez en nouvel avion, ça va durer 3 heures. Traiter le volume de bagages hors format, important. Maîtriser les piles de départ, j'en ai déjà parlé. Être à la hauteur sur l'accueil des personnes en situation de handicap, les parathlètes, mais toutes les personnes en situation de handicap, pour nous, les Jeux sont l'occasion d'une accélération, d'une prise de conscience plus forte. Ça fait longtemps qu'on y travaille, mais je pense qu'on n'a jamais été autant acharné à améliorer notre accueil des personnes en situation de handicap et de tous nos passagers dans nos plateformes. Les accès routiers, je l'ai évoqué brièvement. Si vous êtes familier de Paris-Orly, de Paris-CDG, c'est quand même pas notre point fort. On est, depuis le début, on sait que c'est un vrai point de faiblesse sur lequel on a travaillé avec donc l'idée d'aller pousser une partie des athlètes les jours de départ en dehors des terminaux classiques, avec des logiques de base arrière-bus pour réguler les bus. Là encore, c'est une nouveauté, c'est-à-dire qu'on régule plus fortement qui va où sur les plateformes, c'est inédit. Et puis peut-être des travaux dans les semaines qui viennent avec les services de l'État autour de la réglementation et de la police routière qui est quand même assez faible sur les plateformes. Assurer le pilotage. On travaille à des postes de commandement dédiés, un poste de commandement autour de ces athlètes, à suivre des passagers. Je le redis, nous ne suivons pas des passagers aujourd'hui, nous suivons des processus. Se mettre à être dans une vision pure client, c'est évidemment assez nouveau. Recruter, former, informer, mobiliser, on est en plein dedans maintenant. Se renforcer avec des volontaires. On a fait le choix, pour tenir les quelques jours de pic, de faire appel aux équipes fonctionnelles du groupe ADP pour venir renforcer les opérationnels. Ça s'est super bien passé. Je félicite Faustine qui est face à moi, qui est une des chevilles ouvrières d'un programme de mobilisation. On a 1500 collaborateurs du groupe ADP qui ont répondu présent pour venir, sur des périodes plus ou moins longues, venir renforcer les opérations et donc, je veux dire, se former, se mettre en situation d'être présent. C'est aussi un moment de solidarité extrêmement fort qui est évidemment le cœur du monde de l'aérien et qui joue aujourd'hui avec des collaborateurs qui ont répondu présent. Et puis, je l'ai déjà dit, s'entraîner, capitaliser, être prêt le jour J
en ayant répété. On pourra revenir sur certains de ces points si vous le souhaitez pendant l'échange. Puis le dernier message, c'est évidemment le message de l'héritage. L'héritage, c'est, on pense souvent à de l'infrastructure. Justement, on n'est pas dans une vision de transformation par des grandes infrastructures. C'est assez inédit pour nous de faire de l'événementiel. C'est un peu surprenant parfois de se dire qu'on construit puis on va démonter. C'est pas dans notre culture, mais je trouve que beaucoup de gens s'y mettent. Et dernièrement, j'étais avec nos équipes d'ingénierie qui montent ces infrastructures temporaires et qui me répondaient qu'eux avaient été totalement en adhésion avec l'idée de bah oui, on fait de l'événementiel exceptionnellement. On n'est pas en train de bâtir un truc pour toujours, mais on bâtit quand même pour l'histoire parce que ce qui va s'y passer dans ce temps très précis va marquer les esprits. Et justement, le cœur de l'héritage, c'est d'abord et avant tout pour la communauté aéroportuaire, pour nous tous, changer nos modes de travail. On a fait tomber des barrières pour préparer ces jeux. On a fait tomber des tabous, je pense. On a réussi à travailler différemment avec les services de l'État, avec les compagnies, avec les assistants. On a réussi à rendre possible des choses qui paru infaisables d'un point de vue réglementaire. Donc ce premier héritage, ce sera une autre manière de travailler, une manière plus exigeante entre nous et plus collaborative. Pour tous nos passagers, c'est évidemment tout ce qu'on aura fait, toutes les améliorations, tout ce qu'on aura cranté. J'ai parlé de l'accueil des personnes en situation de handicap. On a d'autres améliorations un peu partout qu'on a réussi à construire et qu'on va cranter. Et puis aussi, dans le lien avec nos territoires, on a souhaité je n'ai pas le temps d'approfondir ce soir, que ces jeux soient pour nous l'occasion de créer du lien avec les territoires. Et notamment, on a eu toute une campagne de relais de l'appel à volontariat de Paris 24, donc du système de volontariat Paris 24, vers les jeunes et les moins jeunes, des territoires autour des jeux, autour des plateformes aéroportuaires qui sont en fait assez loin des territoires de jeu, qui sont un peu excentrés par rapport au cœur de la zone JO, qui est évidemment Paris Intramuros et la Seine-Saint-Denis. CDG, c'est vraiment l'extrême nord de la Seine-Saint-Denis, et puis c'est en partie sur le Val d'Oise et en Seine-et-Marne, et puis au sud, Orly est loin des sites d'épreuve. On a vraiment eu un gros boulot pour leur amener les jeux aussi, leur dire nous allons être ce relais des jeux, et ça s'incarne dans un partenariat, puisque le groupe ADP est partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous sommes à J-199 du premier moment où on fera ouf. Et je crois que j'en ai fini et je serai évidemment heureux d'ouvrir avec vous tous la discussion pour répondre à vos questions. Merci. Merci Renaud pour cette intervention. Du coup, on passe aux questions. N'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir vos caméras, prendre la parole, poser toutes les questions que vous avez. Il y a toujours un commencement, alors ne soyez pas osés. Alors, j'ai une question de Pascal dans le chat. Pascal, tu veux prendre la parole peut-être? Ouvre ta caméra, ça sera plus sympa. C'est bon là, je regarde mes icônes. C'est Voilà. bon, normalement. Bonjour à tous. Merci Estelle pour l'organisation. Merci à ADP et Renaud pour cette présentation très claire. J'ai pas l'habitude de mâcher mes mots, mais grosso modo, le pavé aujourd'hui, quid des taxis volants et des vertiports sur la plateforme de CDG, mais aussi du Bourget, et aussi de ici les Moulineaux, Saint-Cyr, qui sont les 5 sites opérés d'ores et déjà par ADP, sans compter Austerlitz, qui pourrait être aussi un site ADP. Je ne sais pas exactement le statut entre RATP et ADP. Mais en tout cas, les 4 premiers sont sous gestion ADP. Donc, quid de ce dossier? Alors, ce dossier, je dis toujours, il y a le projet d'accueil des jeux et il y a tout ce qu'on fait à l'occasion des jeux. Donc, il n'est pas sous ma responsabilité, il est à l'occasion des Jeux, il n'est pas lui-même en tant que tel un projet des Jeux Olympiques. Mais aujourd'hui, ce dossier, il est assez présent dans la presse, donc
je vais rien dire de très nouveau. Le souhait, nous, côté ADP, depuis le début, c'est de réussir à faire un démonstrateur industriel et économique du potentiel de ces solutions en avant-première mondiale et d'être un peu les premiers à réussir cela, alors même qu'on sait qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde qui s'intéressent à ces nouvelles technologies. On en est pas dans une situation dans laquelle il y a des travaux d'infrastructure qui ont été réalisés, qui sont portés par le groupe ADP, en effet des vertiports auprès de ces différents sites que vous avez cités, qui sont effectués dans les temps. Il y a eu tout un débat autour de la barge, de la fameuse barge autour d'Austerlitz, mais qui est en train de se régler. Et puis, il y a l'attente, évidemment, de certification qui sont essentielles à ces tests. Et puis, évidemment, aussi la réussite de la production industrielle des objets dans un univers dont on sait qu'il est il est tendu dans le monde industriel. Vous parlez des vertiports. Moi, l'objet qui m'inquiète plus, c'est quand même Alstom et la livraison des rames de la ligne 14. C'est plutôt ça qui m'empêche de dormir. Mais c'est aujourd'hui voilà, un dossier qui avance, qui est en effet sur un chemin de crête en termes de calendrier, puisqu'il y a des dimensions industrielles, d'autorisation administrative de certification. On croise les doigts. Si je peux me permettre, en creux, ça veut dire que pour les accrédités et les athlètes, l'accès en taxi volant n'est pas privilégié. Ah non, c'est pas, on n'est pas. Et de toute façon, le volume, de ces taxis volants, le terme à chaque fois est polémique, de ces aéronefs, n'a pas vocation à toucher les accrédités. On est dans de la démonstration industrielle. On n'est pas dans une solution qui a vocation à être massive et à servir opérationnellement pour l'accueil des JO. Les athlètes, les accrédités, arriveront et partiront des plateformes aéroportuaires par des cars du groupe affrétés par Paris 2024. Merci. On parle de quelques dizaines de mouvements, on est sur quelques centaines de mouvements, je n'ai même plus le chiffre en tête, donc on est vraiment sur de l'événement et de la démonstration de force et de la démonstration industrielle, pas sur une solution de transport ouverte à tous. Merci. Il y a une question, c'est la suite de Michel Rago qui parle de l'accès des personnels nécessaires au bon fonctionnement. Michel, peut-être vous voulez ouvrir votre micro. Ça peut être une préoccupation parce qu'on sait très bien que l'accès aux aéroports est compliqué. Déjà aujourd'hui, il n'est pas simple. Et ce qui serait dramatique, c'est que finalement, on se trouve dans les jours compliqués avec du personnel qui n'arrive pas à rejoindre les terminaux. Je suppose que ça a été réfléchi. Euh, et en trois mots, quelles sont les solutions qui permettent de garantir ces accès? Alors, je vous confirme qu'en effet, c'est tout en haut de la liste. Ça l'est dans les proportions. J'ai signé il y a quelques jours avec Air France un courrier assez explicite au coordinateur national des transports auprès du ministre des Transports, Florent Bardon, avec qui on travaille très bien, mais on a commencé à arrêter de faire de l'oral et à faire de l'écrit pour lui dire que maintenant il fallait rentrer dans les travaux pratiques. Premier élément. Deuxièmement, on tambourine tout le monde, les ministres, etc. Donc, c'est vraiment le cœur de ce qui est à l'ordre du jour dans les semaines qui viennent pour nous, de rentrer dans le détail de la réalité des difficultés qu'on peut attendre pour l'accès aux plateformes. Il y a eu à l'automne, fin de l'automne, on a eu une séquence politique qui a quand même été assez désastreuse avec des prises de parole que je ne commenterai pas et puis des arrière-pensées entre différents responsables politiques qui ont électriser un débat qui était déjà sensible. Et donc maintenant, il faut qu'on en sorte et qu'en effet, on parle de quel jour, on parle de quel moment, on parle de l'accès depuis où, depuis quand. On sait qu'une partie des collaborateurs des plateformes vivent plutôt au nord de Charles de Gaulle ou au sud d'Orly. Donc, il est probable que pour une part significative, en fait, il n'y ait pas de vraie difficulté. Donc premier point, et on met une pression
réponse, c'est un dégagement, hein, je dégage le ballon là, mais on met une pression très forte au pouvoir politique pour rentrer nous maintenant dans un détail justement où nos sujets d'accès soient expertisés finement par les experts de l'UDFM et de la préfecture de police qui ont des simulateurs. Donc, ils ont beaucoup travaillé sur Paris, sur l'accès au site. Donc, on ne s'est pas trop excité tant qu'ils faisaient ces travaux. Maintenant que ces travaux sont quasiment terminés, on leur a dit, on est les suivants sur la liste. Nous, on veut que maintenant, on étudie nos problèmes à nous. Premier point. Deuxième point, on mise quand même assez fortement sur Orly, sur l'ouverture de la ligne 14, qui est un élément essentiel, je pense, moi, qui va donner un bol d'air et sans doute basculer une partie des voyageurs sur le transport souterrain, sur le métro. Si ce report modal est important, je pense que ça va donner beaucoup d'air à Orly. À CDG, je ne reviendrai pas sur le fait qu'on n'a pas le Charles de Gaulle Express prêt pour les JO. C'est pas faute qu'Augustin de Romanet ait mouillé la chemise de manière tout à fait considérable. On l'a pas. Le dernier point, c'est sur la circulation sur la plateforme, sur les deux plateformes, parce qu'en effet, au-delà de l'accès routier qui est en dehors de nos emprises, il y a la question de la congestion sur nos sites. Là-dessus, plusieurs éléments de réponse. Donc, on a fait le choix de la mise en place d'une logique de base arrière-bus et de régulation des bus de Paris 24 pour éviter l'engorgement par les bus qui seraient en attente, qui peut être un vrai risque. Donc ça, c'est une décision qui est prise et qui est mise en œuvre. J'attends aussi des discussions qui viennent des préfets, qu'on puisse prendre d'autres mesures, y compris des mesures de police administrative, pour, le cas échéant, sur certains jours, réglementer plus fortement le routier, notamment sur les poids lourds. Et puis à Orly, donc à CDG, la fameuse salle passage privatif en piste pour sortir des terminaux tous les athlètes qui auront réalisé l'enregistrement au village olympique le jour des grands départs. On a un risque de pointe. Et puis enfin, à côté Orly, il y a une partie des difficultés à Orly et le résultat d'un très gros de travaux qui ont eu lieu avec la construction d'un parking, la construction de la gare de la ligne 14 elle-même, la construction et l'aménagement d'une esplanade. Ces travaux s'achèvent et donc on va avoir l'effet aussi de la fin du bazar qu'on a nous-mêmes mis en œuvre pendant des années avec ces travaux. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu et si vous avez eu le privilège de visiter cette gare en construction, c'était quand même une opération à cœur ouvert au pied d'Orly 3. C'était quand même un truc, il y avait un trou assez phénoménal. Donc tout ça est en train d'être bouché. Les travaux de l'esplanade devant Orly 1, 2, 3 sont bien avancés. Ça va aussi donner de l'air d'arrêter de mettre le bas. Voilà les éléments de réponse qui sont pas complets et qui sont, moi, voilà, dans mes 4-5 sujets prioritaires des semaines qui viennent, il y a celui-là, bien évidemment. J'ai une question de Cléa maintenant. Quid des enjeux sécuritaires? Cléa, vous voulez peut-être prendre la parole et ouvrir votre micro. Oui, eh bien c'était ce que j'avais écrit dans la conversation, hein, je pense qu'on est tous conscients des enjeux géopolitiques qui touchent certaines régions du monde. Donc, est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques qui sont mis en place pour certains visiteurs jugés comme potentiellement sensibles? Alors, c'est évidemment une question extrêmement importante. Je n'ai pas évoqué dans ma présentation. On travaille étroitement dans toute la comitologie avec les services de l'État, notamment évidemment les services de sécurité, préfecture de délégués aux aéroports, DOPC, et je pense dans les semaines qui viennent avec son service qui, également, un peu comme je disais sur les transports, se sont beaucoup concentrés ces dernières semaines et mois sur la sécurité des sites olympiques et la sécurité de la cérémonie d'ouverture et qui maintenant vont venir voir la question de la sécurité sur les aéroports de manière un peu plus fine, mais plusieurs éléments de réponse. D'abord, la question de l'accréditation. Si on fait l'accréditation sur les aéroports, c'est justement pour faciliter la sécurité, c'est-à-dire permettre aux athlètes, ensuite on parle de la sécurité des aéroports, mais il y a une sécurité qui est fondamentale, c'est celle de l'accès au village olympique. Et donc, avoir des files d'attente devant le village pour se faire accréditer, c'est mettre en danger potentiellement l'ensemble de ces accrédités. Donc, l'accréditation se fera très majoritairement dans les aéroports en zone réservée. C'est une exigence du CIO et des pouvoirs publics. Et donc, on a
travaillé avec beaucoup de persévérance à trouver les zones qui soient suffisantes en surface et qui soient toutes avant la sortie en zone publique pour justement participer du dispositif d'ensemble de sécurité sur cette procédure dès l'arrivée sur les plateformes, tant à Orly qu'à CDG. Deuxième piste, on a travaillé, et je ne donnerai pas beaucoup de détails, à des parcours possibles, différents, en fonction d'eux, et des choses qu'on a testées à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby. Donc on se met aussi en situation de prendre des décisions en fonction d'eux, en fonction du type de délégation, en fonction des différents critères pour... Il y a plusieurs manières d'entrer à l'aéroport, il y a plusieurs manières d'en sortir. Donc on a aussi travaillé ce genre de procédure. On va continuer à les approfondir, mais ça a été assez vite l'une de nos préoccupations. On a aussi cherché à construire des parcours standards permettant de réduire au maximum la distance en zone publique entre la sortie des salles de livraison de bagages et les zones d'emport des bus. Donc on a cherché à plutôt privilégier l'accès au bus avec la logique de fluidité, mais aussi et surtout avec une logique de sécurité, c'est-à-dire limiter le temps d'exposition en zone publique des athlètes. Et je peux là-dessus vous raconter une petite anecdote qui m'a beaucoup amusé. L'été dernier, Usain Bolt est venu pour fêter le J-365, donc le 1 an avant les Jeux à Paris, et c'était très 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 secret. Et donc on m'a demandé, Paris 24 nous a demandé, est-ce que vous pouvez nous aider? Ils ont souhaité que j'aille l'accueillir pour le sortir le plus discrètement possible. Donc on a fait ça très bien, personne n'a rien vu, tout s'est bien passé. Usain Bolt était charmant. Il est évidemment difficile à louper, comme vous vous en doutez, et on est sorti du terminal 2E. On avait quand même passé un certain temps à attendre les bagages, etc. On a fait 15 mètres entre la sortie de la SLB et sa voiture qui est venue à sa rencontre, et en 15 mètres, il a été reconnu, spoté, on n'a pas eu d'incident, mais on a eu tout de suite des badauds, des gens qui ont sorti le portable et qui étaient très heureux de voir Usain Bolt. C'est un événement tout bête, mais moi qui m'a vraiment marqué, parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rapide. Alors, il est gigantesque, donc il ne passe pas inaperçu, mais quand même, j'ai trouvé ça assez frappant qu'il soit assez vite reconnu, et ça nous a renforcé dans l'idée que notre participation à la préparation de la sécurité partait de la minimisation du temps de parcours en zone publique, de cette exposition des athlètes. Et puis évidemment, on travaille avec les services de l'État qui, je pense, continueront de nous donner un certain nombre de demandes pour assurer cette protection, et on aura certainement des renforts pendant toute la période également. Il y a une question dans le chat de Samia. Samia, voulez-vous ouvrir votre micro pour la poser en direct? Bonsoir, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Je vais mettre ma caméra, je suis en voiture, je suis désolée. Mais je ne conduis pas, je me suis arrêtée. Oui, ma question, enfin, j'avais deux questions en fait. C'était quand on parle des risques, bon, on imagine toujours que tout se passe bien, mais hélas, il y a toujours des aléas. Donc, c'était comment allons-nous gérer en temps réel les aléas? Et en ce sens, est-ce qu'il y a un plan d'activité, plan de continuité d'activité spécifique au JO? Et j'en profite pendant que j'ai la parole pour ma deuxième question qui est qu'est-ce que pour ADP une gestion réussie de cet événement? Alors, deux éléments sur la première question. D'abord, je l'ai mentionné très brièvement. On va avoir un PC central où on a décidé de copier-coller le logique du CDM. Donc, on va prendre le CDM Airside et on va le plaquer sur l'accueil des accrédités. Ce plateau CDM qui s'appellera CDM JO, donc ce ne sera pas un PC, ce sera un CDM JO qui sera lui-même évidemment intégré aux différents dispositifs de pilotage des opérations et de pilotage de crise, le cas échéant.
il sera dédié au suivi des délégations. Donc, il sera dans une logique, on ne pilote pas les opérations, on ne supplante pas les dispositifs classiques d'opération, on est orienté certains clients qu'on veut suivre, qu'on veut piloter, et on s'interface avec l'ensemble des acteurs autour de ces clients. Donc, typiquement, s'il nous arrive une délégation très sensible, par exemple l'équipe de basket américaine, et que, je ne sais pas, il y a un pépin sur l'avion, etc., le CDM sera là pour aider à prendre des décisions avec les services de l'État, la compagnie, les assistants, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère cette situation pour s'assurer fluidité, sécurité, traitement typique en cas de situation dégradée. Donc avec vraiment cette orientation de ces clients, ceux de ces athlètes et autres accrédités. Sur les plans de continuité d'activité, c'est ce qui est devant nous également. Réfléchir au plan B, parce que là, on a posé le plan A, et donc le plan A, l'équipe a vocation à livrer de manière ferme et définitive le plan A écrit au 31 janvier qui vient, pour que justement, dans les mois qui viennent, en même temps que la formation, la préparation opérationnelle, puissent commencer à être travaillés les scénarios dégradés, quelles réponses on apporterait, à nouveau en réinventant pas tout, en disant que les scénarios dégradés sont d'abord et avant tout des scénarios dégradés classiques. Ça peut être sécuritaire, mais ça peut être un orage terrible le jour des grands départs. Ça peut être à l'inverse, il fait 45-50 degrés, on n'arrive plus à faire bosser les manutentionnaires dans les galeries bagages. Donc ces différents scénarios, et de commencer à réfléchir à quelles seraient les solutions qu'on implémenterait, avec toujours ce focus pour ces délégations, afin de soulager le reste des opérations, qui puissent se focaliser. Ce qu'on veut faire, hein, je ne l'ai pas dit, mais vraiment notre philosophie, c'est faire en sorte que ce public qui va créer beaucoup d'attention et un centre de difficulté puisse être, on en soulage au maximum les opérations pour que justement les opérations classiques puissent s'activer et gérer les désordres classiques qui ne manqueront pas de venir nous percuter durant cette période. Il y a quand même peu de chances que tout se passe parfaitement comme prévu. Alors, qu'est-ce que c'est une gestion aéroportuaire réussie de cet événement? Je dirais en boutade qu'on ne parle pas de nous, parce qu'habituellement, quand on parle de nous, ce n'est pas pour dire du bien. Mais ce serait donc déjà que ça se passe le plus simplement possible, et puis qu'on puisse justement créer un moment un peu unique, un moment festif. C'est toute la partie événementielle que je n'ai pas trop détaillée, mais qui participe réellement du projet. C'est d'avoir réussi cela. Et puis le dernier point, pour moi, une gestion aéroportuaire réussie, c'est celle qu'on crantera, c'est-à-dire d'avoir réalisé des transformations qui resteront: l'accueil des personnes en situation de handicap, la relation avec les services de l'État sur des process comme les frontières, la douane. On n'a jamais autant travaillé avec les douanes sur le process arrivé qu'on est en train de le faire. Il ne faut pas qu'après l'événement, tout ça retombe en soufflé, mais que bien on crante cette qualité de service et qu'on continue de construire. Donc j'attends beaucoup d'héritage humain. Une autre question peut-être? Qui veut prendre la parole? Allez, je me lance. J'avais une deuxième question. Alors, c'est peut-être une question un peu bête, hein, mais les arrivées et les départs des chevaux, est-ce que ça va se faire sur les plateformes parisiennes? Alors, c'est une très bonne question. Ce n'est pas une question bête. Les arrivées et départs des chevaux se feront à Liège. Ah oui. Et donc, c'est pour nous un sujet en moins. En revanche, parmi les petites subtilités, j'en ai pas parlé, nous avons l'arrivée des armes, puisqu'il y a beaucoup d'armes qui arrivent. Et donc, avec les douanes, il y a une procédure particulière pour gérer cet afflux d'armes, qui est tout à fait exceptionnel. Donc là, ce n'est pas du hors format, hors gabarit, c'est une procédure à part. Il y a ça aussi. Mais pas les chevaux. Je l'avoue humblement, ça a été un soulagement de savoir qu'on n'avait pas ça en plus. Y a-t-il une autre question? On a encore 5 minutes. Si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, Pascal, si je peux. Vas-y. Oui. Y a-t-il un impact sur les plages du hub d'Air France? C'est-à-dire que le trafic supplémentaire et peut-être même spécifique, alors je dis pas chartérisé, mais pourquoi pas,
sera-t-il compatible de l'exploitation normale du hub d'Air France? Alors, c'est une très très bonne question. C'est pas les plages de hub, le souci, c'est le taux de correspondance. Je l'ai pas évoqué. Le sujet est en fait assez classique, hein. Aujourd'hui, il y a un passager sur deux d'Air France qui est en correspondance, donc il ne passe pas par le landside, ni à l'arrivée, ni au départ. Euh, L'histoire des jeux précédents raconte que sur des plateformes de type hub, il y a au moins les quelques jours avant la cérémonie de clôture et quelques jours après la cérémonie de clôture, une forte déformation du taux de correspondance avec un appel très très fort à l'origine-destination et une chute de la correspondance. C'est l'un des points qui soucie là. Côté CDG, évidemment pas Orly où le taux de correspondance est très faible. Sur les infrastructures des terminaux 2E et 2F, on a commencé un travail il y a un bout de temps avec Air France, déjà pour les alerter, c'est-à-dire les inviter à ce que les équipes de revenu management aient quand même une approche comment dire, maîtrisée du yield qu'il peut y avoir à vendre que de la destination Paris. Donc, quand même de piloter au maximum cet indicateur pour ne pas se mettre dans une zone de risque. Et puis, nous travaillons avec eux à des procédures pour ces quelques jours, parce qu'il y aura pendant quelques jours une déformation du taux du hub, des solutions un peu innovantes. Je ne vais pas la dévoiler parce qu'elle n'est pas certaine de marcher, mais on cherche des solutions pour ces quelques jours-là. C'est en effet une source de préoccupation qui sera sans doute très concentrée sur ces quelques jours, donc notamment les pics de grand départ. Donc le 12 août 2024 s'annonce comme une journée homérique. Nous le savons, on ne sait pas exactement le niveau de la vague, mais on sait qu'on va prendre ce jour-là une belle vague. Y a-t-il une dernière question? Bonsoir. Peut-être une dernière question sur cet aspect trafic aérien. Grégory Lièvre de l'EASA. Est-ce que vous avez coordonné avec Eurocontrol l'impact que le flux de trafic de et vers Paris pourrait avoir durant ces journées particulières dont vous avez parlé? Alors, dans les différents groupes de travail, il y a en effet un groupe de travail autour de la question des capacités aériennes qui est co-animé avec c'est la DGAC, hein, le DSNA qui pilote à titre principal et on y participe évidemment, on les accompagne. C'est plutôt sur un aéroport très connecté avec des gros trafics comme CDG Orly. C'est pas tant l'arrivée des voyageurs qui est un sujet, il peut y avoir quelques vols en plus, mais c'est marginal. Ce sont plutôt les cérémonies qui nous inquiètent, et donc il y a des travaux qui sont en cours pour donner justement notamment des temps de rotation et chercher à coordonner au maximum ces vols, les vols diplo, ce qui n'est pas toujours facile, mais qui est nécessaire parce qu'on va avoir beaucoup de vols d'État et de vols privés ces jours-là. Et en matière justement de coordination, l'aéroport de Paris-Le Bourget, qui n'est pas un aéroport coordonné, sera coordonné pendant cette période, comme il l'a été à certains moments pendant pendant la Coupe du Monde de rugby. On avait, lors de la finale de la Champions League, la fameuse finale de Champions League, il y avait eu beaucoup d'encre qui avait coulé sur l'affaire du Stade de France. Nous, globalement, on n'avait pas eu de difficultés dans le pilotage des arrivées-départs des charters. En revanche, au Bourget, on avait une très grosse tension sur l'airside, parce qu'on avait quand même beaucoup de vols, des difficultés à stocker les avions. Donc, les collègues du Bourget avaient un petit peu empilé tout ça comme ils pouvaient. Et ensuite, quand tout le monde a voulu repartir en même temps, il a fallu faire le Tetris et laisser sortir les derniers avant les premiers. Donc pour éviter cela, et puis il y a un travail qui a été réalisé avec la DSNA pour coordonner le Bourget durant toute cette période. En tout cas, toute cette période. Durant une période, parce qu'on est encore en train d'en discuter avec FBO, qui ne voit pas forcément la coordination d'un très très bon œil.
Eh bien, merci Renaud pour cette présentation et toute votre équipe autour. Vous êtes plusieurs. Peut-être qu'on peut prendre une toute dernière question avant de conclure cette soirée. Allez, une dernière. Ah, Pascal. Pascal, je veux bien. Oui, en parlant de Liège et des chevaux, ça m'a fait penser que à d'autres moments où on nous vantait l'intermodalité. Et avez-vous quelque part des anticipations sur le fait que les aéroports de Lyon, Nantes, voire Lille jouent aussi un rôle avec les connexions en TGV? Ou est-ce un scénario complètement mis de côté? Alors, on nous annonce qu'un certain nombre de délégations, notamment italiennes ou espagnoles, pourraient arriver en train. Il y a un an, c'était, comment dire, très très fort. On nous annonçait, vous allez voir ce que vous allez voir. Plus ça va, plus ça se dégonfle. Donc, je pense que les délégations arriveront en avion à Paris. Pour partie, elles arriveront plutôt en Europe pour s'entraîner, pour s'acclimater. Mais elles arriveront en avion à Paris. Le train sera très minoritaire. Il y aura en revanche du transfert en train d'équipe pendant les Jeux, puisqu'il y a un certain nombre d'épreuves qui ne seront pas à Paris, et notamment des épreuves de type sport collectif, le foot, le rugby, avec des épreuves à plusieurs endroits. Mais l'essentiel de l'arrivée et du départ se fera des délégations sportives, se fera sur les aéroports. En tout cas, les départs, eux, se feront très massivement depuis les aéroports. On a commencé là, on est rentré après un travail très général. On est maintenant dans des travaux bilatéraux avec les transporteurs des très grandes délégations. Tous nous confirment qu'ils adorent le 12 août 2024 et qu'ils aiment bien partir de CDG. D'autres partent d'Orly, mais quand même, dans l'ensemble, c'est quand même ça qui revient. Eh bien, merci. Donc, encore une fois, merci Renaud et toute votre équipe d'avoir présenté ce webinaire. Des questions passionnantes sur un événement passionnant et on a hâte de voir ça mise en œuvre. On aura hâte de vous accueillir. Vous l'aurez compris en creux, moi je vous déconseille quand même le 12 août 2024. Ou alors, vous êtes les bienvenus pour venir nous prêter main forte. Rendez-vous 5h30, module Amen. On vous affectera une zone de volontariat avec une grande joie. Ce sera un vrai plaisir. N'hésitez pas. Bon, on va lancer un appel au sein d'Enakalumni, on va voir. Donc, Soyez volontaires. On vous fournira un t-shirt, un badge, un sandwich, et vous allez voir, ça va être génial. parfait. Merci à tous les participants et participantes aussi de ce soir. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous aurez un replay sur la chaîne YouTube d'Enakalumni d'ici quelques jours, le temps de le monter. Et puis, il me reste à vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée. Merci encore, Renaud. Et puis, Merci. à très bientôt. Oh. À bientôt. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Au Bonne soirée. revoir. Au revoir. Au revoir.